Bonjour Myrtille, bienvenue sur Pandore. Je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui vont nous écouter ou bien nous voir. Ça marche, ben, merci beaucoup. Donc, moi, c'est Myrtille. Je suis avec Ariane, ma première petite fille, qui a 10 semaines là, et qui nous a permis de nous rencontrer aussi avec toi, Eve, puisque pendant ma grossesse, en fait, je me suis préparée avec mon conjoint en suivant les cours de Quantique Mama pour faire un accouchement physiologique. Euh, et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et plus que ça, puisqu'on avait un projet d'accouchement en plateau technique, on a accouché à la maison, ensemble avec mon conjoint et une sage-femme qui nous a rejoints. Donc, c'est de ça dont on va parler, je pense, en particulier aujourd'hui, que je suis heureuse de vous partager parce que c'est tout un monde que j'ai découvert, la naissance physiologique, et que je trouve assez fou, en fait, que ce soit pas autant répandu et que ça fasse même peur à beaucoup de femmes et d'hommes. Et du coup, je suis ravie de pouvoir en parler parce que ça s'est très bien passé et que je milite maintenant pour que ça soit connu. Super. Et justement, est-ce que tu veux nous parler? C'était une évidence pour toi, cette naissance physiologique, ou justement tu disais que c'était sur un plan de plateau technique à la base, donc un peu comment ça s'est fait ce chemin? Ouais. Euh, Alors, en fait, on avait pensé à plateau technique parce que c'était pour un peu couper la poire en deux entre mon conjoint et moi. Parce que au moment où j'ai commencé à être enceinte, alors au tout début, j'avais pas forcément l'idée de faire une naissance physio. Et puis plus les mois passaient et plus ça devenait une évidence. Enfin, je dis même à la fin du premier trimestre, j'étais déjà sûre que c'est ce que je voulais. Mais par contre, dans la famille de mon conjoint, il y a des histoires assez compliquées autour de la naissance. Des naissances prématurées, des accouchements par césarienne d'urgence, des choses comme ça. Donc pour lui, c'était pas imaginable de pouvoir faire un accouchement à la maison. Et en fait, l'idée du plateau technique, ça permettait d'avoir un peu cette idée de la sécurité et dans la porte à côté, littéralement à quelques mètres, on peut intervenir rapidement. Mais à la fois, si tout peut bien se dérouler, on sera juste ensemble dans une salle en laissant parler un peu l'instinct. Et je pense que d'autant plus, ça m'est venu cette envie d'accoucher naturellement parce que donc la grossesse s'est déroulée pendant notre année sabbatique. Donc, en fait, on avait pris la décision de partir pour faire 6 mois au Mexique. Quand on a acheté les billets, j'avais un petit doute sur la grossesse, mais j'étais pas encore sûre. Donc j'ai vérifié avec mon conjoint en lui disant, mais d'ailleurs, si j'avais été enceinte, on aurait quand même gardé les plans initiaux. Et lui, il m'a dit oui, oui, mais bon, tout était théorique, donc lui, il a dit oui, oui. Et puis on était vraiment en fait dans une année sabbatique qui était sur le thème de suivre les petits signes de la vie parce qu'on parle tout le temps de synchronicité, des petits signes. Et nous, on s'était dit, ben, allez, on va le mettre à l'épreuve, en fait, ça, et voir ce que ça amène dans la vie quand on se laisse une année, où on enlève les choses du quotidien, les devoirs, le côté de il faut gagner sa vie, etc., les responsabilités, en gros, pour suivre ces signes-là, quand on fait de la place. Et en fait, le fait de partir comme ça, et puis je pense aussi qu'il y a un côté au Mexique où il y avait vraiment un retour à la terre pour moi, ça c'est sûr, sur l'énergie qu'il y avait là-bas et puis les expériences qu'on a pu y faire. Et un rapprochement évident aussi avec mon corps et je dirais même mon instinct. Et c'est pour ça que pour moi, ça devenait une évidence qu'il fallait que l'accouchement se passe le moins dirigé possible, en fait. Voilà. D'accord. Et comment ça s'est passé alors cette grossesse en vadrouille à suivre ces instants, ces petits signes? Bah alors, alors, je suis pleine de gratitude déjà d'avoir pu le faire comme ça, parce que c'est pas souvent que on peut avoir une ambiance aussi peu stressante,
dirais, de nos jours, malheureusement, pendant une grossesse. Et aussi avoir mon conjoint de A à Z pendant la grossesse. H24 ensemble, quoi. Ça, c'est vraiment génial. Et je pense que ça crée déjà beaucoup de liens familiales avant que le bébé arrive. Et à côté de ça, en fait, ça a commencé, donc c'était un bébé voulu, ça faisait plusieurs mois qu'on essayait. Et pourtant, en fait, elle a commencé à être là mi-novembre et on est parti, en fait, je sais plus, le 2 ou 3 janvier, quelque chose comme ça. Et quand on est arrivé là-bas, la première semaine, j'ai été extrêmement malade. D'ailleurs, même le 1er janvier, je l'ai passé vraiment malade, vraiment pas bien du tout. Et du coup, je me disais, mais c'est fou. Enfin, moi qui suis à l'écoute de mon corps, j'ai l'impression que même s'il y a des raisons physiologiques aux nausées de grossesse et que ça, je le remets pas du tout en cause, mais pourtant, je me disais, mon corps m'envoie quand même un message de quelque chose ne va pas et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et donc, ça a commencé comme ça la première semaine, absolument terrible, où même mon conjoint m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'aurait pas dû, on devrait pas être là. Et puis, il faisait très, très chaud. J'arrivais même plus à m'hydrater. Je vomissais tout le temps. Et du coup, on a commencé à se dire, bon, les petits signes de la vie, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Et en fait, donc j'ai une de mes copines qui est une superbe guérisseuse. Elle est magnétiseuse, elle fait aussi des communications d'âme. Et donc, je l'ai contactée en lui demandant de m'aider. Et en fait, elle a fait le soin en 2 parties. Donc elle était toujours en France, donc elle me le faisait en décalage horaire, donc quand moi je dormais. Et donc la première fois, en fait, elle m'a fait un premier soin et puis elle m'a dit: «Bon, ça fait trop, j'ai pas fini, mais je veux pas faire plus pour la grossesse et donc je reprendrai quelques jours plus tard». Et en fait, quelques jours plus tard, je savais pas exactement à quelle heure elle allait me le faire et puis je me suis levée du lit, j'ai dit: «Oh, on va faire un gros resto là, ça y est, j'ai faim». Et c'était bon, c'était fini. Et donc en plus de son soin, elle m'a envoyé plein, plein de messages qu'elle avait canalisés, à la fois de la part de mes guides et à la fois de mon âme et aussi de bébé. Et ça, on s'y attendait pas forcément à recevoir ces messages-là à ce moment-là avec Nicolas. Et quand on les a eus, bon, bien sûr, les larmes aux yeux, bah, c'est très fort. Et, et ça a commencé comme ça, en fait. Là, j'ai compris, en fait, à quel point tout se mettait en place. Et c'était ça. Pour moi, bah, après, je dis pas toutes les nausées de grossesse ne sont pas dues à ça. Dans mon cas, c'était vraiment un peu les derniers, comment dire, les dernières choses que j'arrivais pas à lâcher, en train de me dire ma vie va complètement changer. J'aurai plus la main dessus et bah, on y va quoi. Alors, on lâche tout et on saute. Et donc là, ça a été ce moment-là. Donc ça a été chouette comme ça et ça a commencé comme ça. Et à partir de là, ça a été tellement fort que le reste a coulé tout seul et puis on a continué à suivre nos signes. On est allé vivre avec une famille adorable, vraiment qui nous a adoptés, une famille Maya. Donc on est allé un mois dans la jungle vivre avec eux. Euh, et plein de gens me disaient, mais ça va pas à la tête. Alors on n'avait pas encore dit que j'étais enceinte en plus pour pas inquiéter. Et je me demande quelles auraient été les réactions dans ce cas-là. Mais nous, on avait trouvé ça génial. Et en fait, je disais, mais c'était pendant toute la période aussi Covid, etc. Et nous, on était juste dans la jungle, à profiter de la nature, à se lever avec le soleil, à manger ce qu'on cultivait, à partager toute la journée avec des gens sur nos différences culturelles, à faire des blagues ensemble. Enfin, et je me disais, mais en fait, c'est évident qu'une grossesse, ça devrait se passer dans des conditions comme ça. Plutôt que à côté en France où tout, d'un point de vue sanitaire, était bien réglé. Chacun allait. J'avais des copines qui étaient enceintes en parallèle de moi en France et qui allaient tous les mois se faire prise de sang, analyse, etc., etc., et qui étaient beaucoup plus stressées. Alors que moi, j'avais rien du tout, aucune analyse, j'étais au milieu de la jungle. Et en fait, heureuse comme tout. Et puis la grossesse se passait très bien, quoi. Donc, oui, en fait, ça a été plutôt ça, la grossesse. Super. Justement, j'allais te demander du coup si tu avais fait un suivi ou pas, ou si dans cette aventure, dans ce voyage, hein, tu t'es juste laissé vivre avec bébé et comment ça a été. Donc, Non.
Du coup, il y a eu quand même quelques points de suivi. En fait, on a eu une échographie du troisième trimestre, enfin du premier trimestre, pardon, et l'échographie du deuxième trimestre. Ça, on les a faites sur place, mais on n'avait pas du tout de prise de sang en permanence, quoi. Donc ça, je faisais plus ça va bien, donc je vais supposer que ça va. En plus, en étant au Mexique, je mangeais des fruits tous les jours. C'était vraiment. Donc je savais que je manquais pas de vitamines. Des avocats aussi, mais vraiment tout ce qui est enfin et j'ai ça aussi, on parlait tout à l'heure du lien entre le corps, la grossesse et le fait d'être à l'écoute du corps. On parle souvent en riant, hein, enfin des envies de grossesse et en fait, moi, je me suis dit: «Mais non, en fait, c'est drôle, on peut en faire, une blague, mais en fait, c'est vraiment le corps qui vient nous amener vers ce qui nous manque» et moi, c'est vrai que tous les matins, j'avais besoin de mon avocat et c'était avocat œuf et en fait, dedans, il y a plein de choses qui sont bons. Il y a des très bons gras, qui sont utiles pendant la grossesse, et qui sont après utiles pendant l'allaitement et je continuais longtemps après et c'est vrai que, en fait, c'est la nature est tellement bien faite quand on arrive à vraiment faire le silence de tout le reste et s'attacher à ça. Quand je suis revenue en France, on m'a fait justement un gros bilan pour savoir de quoi je manquais. Moi, je manquais de rien, donc c'est chouette. Et du coup, par contre, quand je suis rentrée en France, on était, je crois que j'étais dans le 6e mois par là, fin du 6e mois. Et là, j'ai dû reprendre en fait le minimum exigé par les Français. Et encore que les sages-femmes qui m'ont suivie sont vraiment géniales et ont ce côté de dire, bah, on fait pas des examens de toucher, par exemple, parce que on estime que ça avant. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Je vois ta tête. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, mais c'est quelque chose qui est hyper ancré chez certains gynécos encore, alors qu'en fait, on te dit: «Mais non» et d'ailleurs, il y a même plus de risques à le faire donc ce qu'elle faisait, c'est qu'on écoutait le cœur du bébé quand, j'y allais. Elle me demandait comment j'allais, bien sûr. Elle regardait avec les mains, en fait, comment était positionné le bébé et puis j'ai eu, l'échographie du dernier trimestre aussi et on a recommencé quand même les prises de sang, juste pour voir. Et alors, il faut savoir aussi qu'en plus, j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Ce qui du coup, aurait pu être hyper inquiétant en se disant: «Oh là là, mais en plus tu vas au Mexique alors qu'il y a ça», mais en vrai, bon, il y a des risques, c'est vrai, mais tous les pays ne font pas attention à ça. Nous, c'est vraiment un facteur en France, enfin un indicateur sur lequel on est bloqué, fixé et ce qui est dommage parce qu'en fait qui font que certaines femmes, vont tout faire cuire et recuire et vont perdre des vitamines donc bon voilà, moi je m'éloigne un peu. Mais c'est vrai qu'en fait, je suis bien contente de ne pas avoir eu, autant d'examens parce qu'encore une fois, j'avais vraiment le comparatif possible avec d'autres copines qui étaient en France et qui, elles, justement, s'inquiétaient de tout en se disant, «Oh, mais je peux pas manger ça, je peux pas dormir comme ça, il faut que je fasse attention à ceci, à cela», qui passaient plus de temps en centre hospitalier que, chez elles, ou dans la nature et du coup, maintenant je me pose la question de me dire pour une deuxième grossesse, si je suis en France, comment ça va se passer? Est-ce que je peux refuser, certaines choses? Et je pense que oui, il y a quand même un minimum à faire, mais il y a plein de choses qu'on peut refuser. Mais je trouve ça déjà fou de me dire que je vais devoir justement un peu me battre contre un système, heu, pour pouvoir le faire. Mais bon. Parce que si tu fais le choix de, par exemple, un accouchement à la maison, un enfantement à la maison dès le début, tu vas avoir un accompagnement déjà, tu n'auras pas à lutter justement contre un système, tu auras un accompagnement plus. Mais j'avais pas notion effectivement que c'était aussi cadré en France. Je pense que c'est une histoire de mauvaise information en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses il me semble que tu peux refuser. Notamment toutes ces Mmh. prises de sang que tu dis, moi j'en avais pas du tout conscience, hein, n'habitant pas là et faisant ma première grossesse ici au Brésil. Ouais. Et du coup, curiosité par rapport au Mexique, parce qu'on en a un petit peu parlé aussi avant, mais c'est un pays qui a une grande tradition de parterie, hein, de sage-femme. Et du coup, tu le savais, vous le saviez, ou c'est le hasard? Non, on le savait pas du tout. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que, on savait que quand on reviendrait en France, on voulait revenir en France pour, accoucher et puis pour, les prem enfin l'enfance de notre fille
Et donc, j'ai commencé à chercher justement les sages-femmes sur l'île ou ses environs qui pouvaient nous faire un accouchement le plus naturel possible. Et en fait, quand j'ai contacté la sage-femme qui m'a accouchée, je lui ai dit, bon, j'ai envoyé un message, je me souviens, en lui disant, alors, comment dire, ma candidature n'est pas la meilleure puisque pendant la majorité de la grossesse, je vais être à l'étranger. Donc, pour vous, ce ne sera pas facile. Et puis, on se rencontrera qu'à la fin. Et en plus, je veux un accouchement physio. Donc, normalement, il faut quand même qu'il y ait un lien fort qui se crée. Mais voilà, en fait, on est parti en année sabbatique à la rencontre des petits signes et tout ça. On est maintenant au Mexique. Et en fait, elle m'a répondu en me disant, j'ai passé, moi, une année aussi au Mexique et c'est ce qui m'a donné envie d'être sage-femme. Donc, ça me parle totalement et c'est un petit signe aussi j'ai l'impression que c'est aussi un signe pour qu'on travaille ensemble. Donc c'est comme ça qu'on l'a su et c'est très rigolo en fait parce que c'est le lien que ça nous a fait du côté de la France aussi. Super, super. Et du coup, alors, comment ça s'est passé le jour J de l'enfantement? Parce que tu as dit qu'à la base, donc, il y avait quand même toujours l'idée du plateau technique, hein, Mmh, jusqu'au bout. ouais. Mais tu as dit que ça s'est fait chez toi. Oui, c'est ça. Alors, comment ça Alors, s'est fait? en fait, alors déjà, je sais que tu me demandes le jour J, mais je vais repartir quelques jours avant. Pas de souci. Dans les derniers jours de la grossesse, il y a ce moment où en fait, on a tout préparé et heu et là, il y a le silence qui s'installe et en fait, dans un moment où on a eu plein de choses à faire puisqu'on rentrait de notre voyage, donc il fallait trouver un appartement, trouver des affaires pour bébé et cetera. Il y a eu plein de choses qui se sont mises en place et puis tout d'un coup, le silence et puis là, l'attente. Et à ce moment-là, alors que pendant des mois, justement, avec l'année sabbatique, j'avais appris à lâcher prise, bah là, je revenais exactement sur les vieux schémas de «Oh, mais il faut que je fasse quelque chose, et puis le petit vélo qui se met en route, et comment ça va se passer, et est-ce que je vais y arriver, et etc. etc. Et c'est fou hein, parce que je reviens là-dessus, mais on a l'impression que le jour où on aura trouvé comment lâcher prise, c'est bon, on l'aura pour toute la vie. Pas du tout. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui se pratique et puis qui s'oublie et puis qui revient et puis, voilà. Et du coup, à ce moment-là, ben, j'ai refait une communication d'âme avec Ariane. Donc en fait, j'avais dit avec ma copine là pendant les nausées de grossesse et puis tout le reste de la grossesse, j'ai continué moi-même à faire des communications d'âme avec elle. Même quand il y avait pas forcément de problème, c'était sur différents sujets, puis je lui racontais ce qui se passait et des fois je canalisais des messages que j'écrivais. Et là, comme c'était les derniers jours que, bah, justement, j'arrivais pas à lâcher prise, je suis revenue vers ma copine en lui disant: «Bah, j'arrive plus à communiquer parce que je me mets trop de pression et j'ai besoin de savoir, en fait, s'il y a quelque chose qui manque à mon bébé pour, venir au monde maintenant». Parce qu'on se rapprochait vraiment de la date aussi et c'est pareil, en France, on nous met pas mal de pression. On peut plus accoucher en plateau technique quand on dépasse une certaine date et cetera. Donc je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui l'a bloqué de venir et de quoi est-ce qu'elle avait besoin pendant la naissance et ses conseils pour nous et puis ensuite ses premiers mois de vie et d'autres petites questions qu'on a glissées aussi, et notamment sur son prénom, sur des choses comme ça. Et donc en fait, la réponse qu'on a eue justement, c'était de dire qu'il faudrait vraiment qu'on se fasse confiance le jour J, et qu'on s'écoute vraiment nous parce que et pas forcément le côté médical. Alors encore une fois, je suis pas en train de faire passer un message de dire: «Oh c'est pas bien, l'équipe médicale» et cetera, parce que c'est pas du tout ce que je pense. Il y a des fois où c'est vraiment nécessaire. Mais là, c'était le message qu'on avait reçu et ensuite, pour moi, elle avait dit aussi qu'il faudrait vraiment que je me concentre sur la respiration et que je revienne en permanence sur la respiration. Et à la fois aussi que j'allais connaître, une forme de douleur qui avait jamais été connue jusque-là, ce qui m'a pas du tout rassurée d'ailleurs, soit dit en passant. Mais que en fait, ça serait aussi de la puissance et que c'était tout à fait que c'était notre façon aussi de nous rencontrer et que ça allait le faire. Et pour mon conjoint, pareil, ça lui a mis pas mal de pression aussi finalement à la place de le rassurer, parce que ça lui disait que lui aussi aurait un rôle vraiment très, très important à jouer.
Et donc on a commencé comme ça. Et en fait, le jour J, on dit toujours qu'il y a un petit regain d'énergie juste avant l'accouchement, qui est dû en fait au bébé et à la maman d'ailleurs, qui commence à sécréter des hormones d'adrénaline pour préparer le cœur. Et donc, c'est ça qui va nous donner un peu ce peps ces derniers jours. Et nous, on était allés faire une balade et je me souviens qu'on avait fait plusieurs kilomètres. Je disais, bon, je peux pas m'arrêter, là, je suis bien, je suis en forme, on continue. Et puis, en fait, le soir, on était en train de discuter dans le lit et puis à un moment, je lui ai dit, ah, tiens, là, je sentais un peu des douleurs. J'ai dit, tiens, ça me rappelle les douleurs de règles, ça, ou de pré-règles, tiens. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu ça. Et je pense que c'est pour cette nuit. Et à ce moment-là, je suis partie prendre une douche. Et quand je suis sortie, je suis allée dans le salon et en fait, mon conjoint avait fermé les volets, il avait augmenté le chauffage, mis des petites lumières, style les petites guirlandes de Noël. Donc c'était vraiment ça y est, c'était déjà un cocon, on était déjà partis là-dedans. Et on a allumé une bougie tous les 2 qu'on avait prévue justement pour la naissance. On a écrit sur un papier des mots qui nous venaient comme ça, donc comme puissance, famille, amour, bonheur, des choses comme ça. Et on a allumé la bougie dessus. On a pris ce temps un peu de quelques minutes de prière en fait, hein, avant que ça commence. Voilà. Et ensuite, ça allait quand même, ça commençait assez vite parce que on avait téléchargé une application pour. Mon conjoint m'avait dit non, mais c'est bien, au moins ça me donnerait un truc à faire pendant que les contractions, de pouvoir mettre quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle s'arrête. Et en fait, on a commencé au début, sauf que très rapidement, l'appli nous a dit partez à l'hôpital. Donc on a dit bon, bah, ouais. Mais c'était dans la première demi-heure, donc on s'est dit bon, alors soit ça va être vraiment quelque chose d'intense, soit l'appli marche pas forcément. Donc on a dit bon, allez, on coupe le téléphone, on le met à côté, c'est pas grave. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'avais pas forcément l'idée au début, mais je l'avais lu sur un blog d'une doula, de prendre un peigne dans sa main et le serrer très fort pendant les contractions. Et ça m'avait pas forcément parlé, je me suis dit bon, pourquoi pas. Et en fait, sur le moment, effectivement, quand j'ai vu le peigne, je l'ai gardé dans la main et je l'ai gardé jusqu'à la fin. Et effectivement, je pense que ça aide beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé. Et ce qui m'a aidé beaucoup, donc Ariane nous l'avait dit, revenir à la respiration. Et en fait, les contractions en fait viennent par vagues de plus en plus fortes. Et j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'on se dit, ah tiens, ça fait quelques contractions là que j'arrive à bien respirer, à laisser passer. À chaque fois qu'on a un peu ce petit truc là qui nous vient en tête, allez hop, là, l'intensité augmente encore plus. Et on se dit, allez, ça y est, encore une marche. Et donc là, on pourrait avoir cette tendance à crisper face à la douleur. Et à chaque fois que ça m'arrivait, Nicolas venait en face de moi, alors qu'entre deux, il me laissait. Il venait en face de moi et puis juste, il faisait. Et donc il inspirait. Et vraiment, en fait, le fait d'avoir un miroir en face de moi qui fasse ça, ça me poussait à le faire. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir des contractions hyper efficaces et surtout partir en fait dans mon monde. Il y a un moment où ça faisait pas longtemps que ça avait commencé, où j'étais plus là. Je sais que justement, quand je croisais le regard de Nicolas qui soufflait, je soufflais avec lui, mais lui-même me l'a dit après. Il me dit, tu n'étais plus là. Enfin, il n'y avait pas de. Voilà, j'étais partie en transe. Vraiment, j'avais cette sensation de transe pendant le travail. Et d'ailleurs, j'ai peu de souvenirs. Là, je me souviens que j'ai eu ça. Je me souviens des moments où Nicolas est venu, mais j'ai pas l'impression que ça a duré si longtemps que ça. Et donc, il faut savoir qu'en fait, en parallèle, Nicolas essayait de joindre notre sage-femme, donc parce qu'on avait été suivis par un duo. Il y a toujours une sage-femme qui était de garde, mais elle nous avait dit si vous accouchez ce week-end-là, enfin, s'il y a plusieurs parents, ben, ça risque de coincer parce que la seconde, celle qui n'était pas du coup d'astreinte, était un mariage dans une autre région. Donc, bon, il aurait fallu en fait faire un accouchement, juste aller à la maternité du plateau technique et puis faire un accouchement lambda, normal. Et donc lui, en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait envoyé un texto à 23h quand moi j'avais dit: «Ah tiens, ça pourrait être pour cette nuit». Pas de réponse, il s'était dit: «Bon, ben,
peut-être qu'elle nous laisse dans notre bulle, voilà, ou qu'elle verra plus tard. Et puis en fait, plus tard, il avait essayé de la rappeler. Il était tombé sur son répondeur. En fait, lui, il a complètement paniqué. Moi, je n'ai rien vu du tout. Parce que justement, on avait suivi les cours de Quantique Mama qui disaient ce dont une femme a besoin pendant tout le travail, c'est en fait être le plus sécurisé possible. Donc, la chaleur, la lumière tamisée, mais surtout pas de stress. Donc, en fait, il partait à côté, il appelait, il tombait sur le répondeur, il paniquait, puis il revenait, il me disait, ça va, ma chérie? Voilà. Je vais essayer de l'appeler, je ne l'ai pas encore eu, mais ça va. Voilà. Et donc finalement, quand il l'a eu, bon, il y a eu plusieurs histoires, puis il a fini par l'avoir à 4 heures du matin. C'était un quiproquo qui faisait qu'il ne l'avait pas eu. Et elle lui a dit, bon, à 23 heures, vous vous êtes dit, tiens, c'est peut-être pour cette nuit, là, il est 4 heures, est-ce que tu penses que je dois venir? Lui, il lui a dit, oui, oui, viens, s'il te plaît, parce que lui, pour le coup, commençait à paniquer alors que moi, j'étais encore dans mon truc. Et puis, en fait, quand elle est arrivée, elle a regardé et j'étais déjà à 9 de dilatation. Donc moi, j'étais vraiment dans mon monde aussi. Et en fait, elle a eu vraiment, elle, cette douceur de venir. Elle s'est installée, elle s'est assise à côté de moi, elle m'a regardée. D'abord, elle m'a observée. Parce que juste comme ça, en fait, en observant une femme qui est en train d'accoucher, on a déjà des éléments de savoir si ça se passe bien, à peu près où en est le travail, est-ce que la maman gère ou pas. Et, et c'était vraiment, j'ai eu l'impression, je sais pas comment dire, vraiment une bulle de douceur qui arrivait en plus, quoi. Et donc, elle chuchotait même et elle est venue me dire, est-ce que je peux t'ausculter? Donc, c'est là où, en fait, quand elle l'a dit, elle m'a dit, écoute, tu as fait un travail formidable et du coup, tu es déjà presque à dilatation complète. Donc, si on veut aller au plateau technique, il faut que tu t'habilles et qu'on parte maintenant. Et en fait, ça, depuis le début, en fait, je continuais, moi, mes mouvements de balancier, un peu de mouvements de hanche, de respiration, etc. Et à ce moment-là, d'entendre ça, ça m'a fait comme un électrochoc. Et j'ai commencé à avoir le souffle qui se coupait un peu, la panique qui montait. Et là, c'était viscéral. Je l'ai attrapé et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, si on part à la maternité maintenant, je vais mourir. Et c'était vraiment dans mes tripes qui parlaient, quoi. J'étais dans un autre état et en fait, c'est le fait de me dire, mais je vais devoir me lever, sortir, marcher, être dans la voiture. Enfin, c'était pas possible. J'arrivais pas du tout à l'imaginer. Enfin, c'était plus fort que moi. Et c'est vrai que ça m'est pas forcément revenu en tête à ce moment-là, mais c'est vrai qu'Ariane nous avait dit, c'est vous qui aurez la bonne, enfin, comment dire, qui saurez à ce moment-là et il faudra vous écouter. Et je suis quasi persuadée qu'en fait, enfin, si j'avais dû partir, si on m'avait obligée à me lever, à marcher, etc., ça se serait pas aussi bien passé parce que ça m'aurait paniqué. Ça aurait Et coupé l'instant et ça aurait coupé ah, le flux. ouais, ouais, c'est ça, bien sûr. C'est pour ça que je pense que finalement, celles qui accouchent en maternité, je pense qu'elles s'y rendent beaucoup plus tôt. Parce que là, il y a un moment où en fait, c'est juste plus possible. Mais moi, j'ai tellement pas vu le temps passer de 23 heures à 4 heures du matin, j'ai l'impression que enfin, dans mes souvenirs, il y a juste 2-3 flashs. J'ai pas l'impression qu'il s'est passé la moitié de la nuit. Et en plus, je sais que régulièrement, Nicolas me disait, enfin, il venait, il chuchotait à côté de moi en me disant comment ça va et tout. Et je lui disais non, ça va, ça va, ça va. Parce que je sais que lui, du coup, en fait, ce qu'il avait en tête, c'est qu'il n'arrivait pas à appeler les sages-femmes et qu'il avait cette envie de me dire, bon, allez, on va à la maternité, je t'y amène, et puis tant pis, on oublie nos plans. Mais le fait de me voir moi continuer dans ma bulle, finalement, il avait abandonné l'idée de me dire ça. Et là, en fait, quand j'ai dit ça à notre sage-femme, elle a dit: «Bah, en fait, c'est vrai qu'il y a 2 possibilités. La poche des os s'était pas rompue». Donc elle m'a dit: «En fait, soit, le fait de se lever, d'aller dans la voiture, de peut-être prendre des dodanes et cetera, la poche des os peut se rompre et tu risques d'accoucher dans la voiture ou juste en arrivant à la maternité comme ça dans le couloir, quoi». Soit si ça se rompt pas, ben, là on peut le faire ici. Elle m'avait suivie encore une fois, tout allait bien, ça c'était une grossesse sans problème. Moi j'étais déjà dans cet état-là aussi, je pense qu'elle serait arrivée, que j'aurais été en panique, elle aurait peut-être pas proposé. Mais là, elle m'a dit: «Bon allez, on installe tout» et voilà.
Et là, en fait, c'est drôle parce que je me souviens d'avoir vu du mouvement autour de moi. Et en fait, elle était en train de tout installer sur la table, tout ce qui allait, enfin, en cas d'urgence, et puis tout ce qui serait nécessaire aussi à la naissance. Et en plus, j'étais dans le salon sur le tapis, un tapis blanc. Et donc, avec mon conjoint, ils ont commencé à mettre des alaises partout, des tonnes d'alaises. Et elle y a dit, non, mais si elle accouche ici, le tapis est fichu. Enfin, c'est sûr. Et je me souviens que ça m'a marqué. Et je me suis dit, oh mince. Et tu vois, autant autant il y a des choses qui me marquaient pas, autant l'idée du tapis blanc, c'est presque ça m'aurait sorti de justement cette transe. Comme quoi, c'est vraiment drôle. On est dans un état de lâcher prise complet. Et il y a des choses qui vont nous marquer, enfin, dont on pourrait pas se douter avant, quoi. Et donc voilà, donc ils ont tout préparé à côté de moi. Et puis finalement, elle est née qu'à 6 heures après, quoi, enfin un petit peu plus. Donc 2 heures après, parce que une fois que j'ai été à dilatation, ça s'est un peu ralenti. Et je pense qu'en fait, notamment dans la formation Quantique Mama, elle le dit comme ça, elle dit, bon, bah, une fois que ça y est, on arrive au moment où on dit, non, mais là, j'en peux plus. Il y a bien un moment où j'ai dit ça, j'ai dit, non, mais là, j'ai très mal quand même. Je leur ai dit ça. Et moi, je me souviens que ça s'est passé comme ça. Nicolas me dit qu'il y avait plus de bruit, que de plus en plus, en fait, pendant les contractions, je respirais de plus en plus fort et puis je commençais à vraiment vocaliser très, très fort. Et c'est là où elle m'a dit, tu sais ce que ça veut dire? Si tu me dis ça, tu sais ce que ça veut dire. Elle est bientôt là. Et en fait, elle est bientôt là. Finalement, elle a mis 2 heures de plus. Mais et je me suis rendu compte que, tu vois, dans Quantique Maman, on te dit un peu, bon, voilà, une fois que vous êtes à ce moment-là, 10 minutes après, votre bébé est dans vos bras. Et puis finalement, moi, ça a pris plus de temps. Et tu vois, j'étais là en train de me répéter, oui, il faut souffler son col. Alors, je soufflais, je soufflais. Et ben, pourtant, il y a eu ce moment un peu de flottement. Et je sais qu'à un moment, justement, ma sage-femme m'a dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque ou qui fait peur? Et en fait, le fait qu'elle me dise ça, ça m'a un peu sorti. Et puis, j'ai commencé à repasser un peu dans mon cerveau, à me dire, bah oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là 10 minutes après dans mes bras? Et, euh, et puis, je sais pas. En fait, il y avait cette idée du tapis, ça c'est vrai. Parce que mon conjoint m'a dit, mais tu vas pas me parler du tapis maintenant, on s'en fiche du tapis. Donc il y avait quand même ça. Je me suis aussi un peu levée pour essayer de voir si en changeant de position, ça changeait quelque chose. J'ai marché, enfin, je me suis traînée jusqu'au WC parce qu'on m'avait toujours dit que les femmes qui accouchent à la maison, en majorité, accouchent sur les WC. Parce qu'en fait, on a tellement, depuis qu'on est né, cette idée que c'est l'endroit le plus intimiste possible. Et puis en plus, c'est vachement physiologique comme, comme position. Je me suis dit, tiens, peut-être que ça va aider. Et en fait, une fois que j'étais là-bas, j'avais froid, j'étais pas bien. Et en fait, je leur ai dit, non, mais maintenant, en fait, je suis fatiguée. Donc juste, je dois me coucher et voilà, quoi. Donc je suis repartie au salon parce que c'était mon petit cocon, c'est là où ils avaient tout préparé. Et je me suis couchée, j'ai dit, non, mais maintenant, je vais dormir. Et en fait, alors que c'était la poussée qui commençait, quoi. Et entre chaque, donc je me suis mise. Donc on le dit souvent que c'est pas la position la plus physio, mais moi j'avais tellement cette idée de non mais là ça y est j'ai tout donné, je suis fatiguée, je dois dormir, que je me suis mise couchée, mais avec une jambe relevée, que Sur le côté? patiemment oui, légèrement sur le côté, exactement, c'est ça, ouais. Sur le côté, sur la tranche. Et en fait, patiemment, il y a mon conjoint et la sage-femme qui se sont relayés pour porter ma jambe. Parce qu'en fait, une jambe morte comme ça, c'est super lourd. Donc, ils ont été adorables de se relayer comme ça. Et ça m'a permis en fait de quasiment dormir entre les contractions. Donc, on dit que les femmes qui sont sous péri s'endorment entre les contractions. Bah, finalement, moi, shooter aux hormones, ça fait pareil. Et, et en fait, il y a eu ce moment où justement, j'ai senti, à un moment, je l'ai senti plus descendre. Et la poche des os était toujours pas rompue. Vraiment, on voyait la poche des os sortir, en fait. Et je pouvais même la toucher. C'est fou. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, quand j'ai senti qu'il y avait la poussée qui se faisait vraiment, je me suis tournée vers mon conjoint et je lui ai dit, oh, en fait, c'est bon, elle descend, ça y est, quoi. Ça y est, c'est parti. Enfin, c'est reparti. Elle m'aime, je l'aime, on va se rencontrer, quoi. Ça y est.
Et puis voilà, ça s'est fait. Euh, Il y a eu ce moment où, en fait, où la sage-femme m'a dit, c'est là où ça va faire mal. Et effectivement, c'est le fameux cercle de feu où la tête est passée. Et ensuite, après, une fois que la tête est passée, il y a eu un moment de flottement. On le dit toujours, il y a quelques secondes en fait où il n'y a plus de contraction. Tout le monde reprend un peu sa respiration. Et sauf que il faut pas que ça dure trop longtemps. Alors après là, c'est pareil, les avis peuvent être partagés sur il faut pas intervenir, il faut intervenir. Là, on sentait qu'en fait Ariane essayait de respirer, mais que elle n'y arrivait pas, elle n'arrivait pas à reprendre sa respiration. Et du coup, à un moment, la sage-femme est intervenue. Donc, elle a passé la main pour attraper l'épaule et en fait, elle avait des épaules qui étaient coincées. Et Nicolas, d'instinct, sur le moment, a pas du tout réfléchi. C'est vraiment l'instinct qui a parlé. Il a fait pareil, mais il a pour sortir la deuxième épaule. En sachant que lui, une prise de sang, il tombe dans les pommes. Mais là, c'était vraiment quelque chose, je pense que c'est tellement puissant un accouchement et c'est tellement primal, ou primaire, je sais pas comment dire, que l'instinct revient et même pour les gens autour de nous, quoi. Et en fait, la sage-femme lui a dit après, elle lui a dit, je t'ai laissé faire et elle lui a dit, parce que je sentais que c'était juste. Et elle lui a dit, le geste que tu as fait, c'est exactement ce que j'allais faire de toute façon. Donc, comme quoi, vraiment, tu vois, quand on laisse parler et qu'on est dans ce lâcher aussi, ça fonctionne. Et du coup, enfin, voilà, ils ont sorti Ariane comme ça, tous les deux. Et puis, elle a Tu dormais, pas... Elle toi? a... Non. Non, mais tu vois, finalement, je les ai un peu laissés faire comme ça, et puis ensuite, ils me l'ont posé dessus. Mais non, non, parce que je me souviens qu'en fait, à ce moment-là, par contre, le fait qu'ils aillent chercher les épaules, ça, je me suis entendue hurler. Et je sais que, en fait, j'ai aucun souvenir de douleur. Par contre, j'ai un souvenir de me voir, tu vois, comme si j'étais allée à côté de mon corps et de m'être dit, mais c'est toi qui hurles à ce point? Et vraiment, tu vois, cette idée de waouh, enfin, c'est que ça doit vraiment faire mal pour que tu cries comme ça. Il y a du Mais c'est fou. potentiel. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. En fait, c'est vrai qu'on parle d'intensité, on parle de douleur, mais là, je pense que clairement, tu vois, c'est ça. Et le souvenir que j'ai, c'est de me voir à côté en train de me dire, oh, waouh, bah, tu cries, quoi. Tu vois, c'est fou. Et par contre, pour le coup, Ariane n'a pas crié et pleuré vraiment comme on peut voir à chaque fois dans les films ou dans certaines vidéos d'accouchement. Il y a eu des petits gémissements, des petits, ouais, oui, voilà, un petit sanglot, mais en fait, une fois qu'elle a été sur moi, je me souviens que tout de suite, je me suis pas relevée pour la prendre, juste je l'avais et puis je la câlinais et je lui disais, ça y est, je t'aime, tu es là, c'est bon, c'est fini, on est ensemble. Enfin, je sais pas du tout ce que je lui ai raconté, j'ai dû raconter plein de choses comme ça, mais il n'y a pas eu d'extrêmes gros pleurs et tout. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est aussi la grande différence des accouchements physio et des grossesses aussi qui se passent bien comparé à d'autres finalement accouchements avec des poussées. Parce que là, j'ai eu à la fin une poussée dirigée parce qu'avant qu'elle fonce pour sortir l'épaule, elle m'a quand même dit souffler le col, là, ça va plus suffire. Il va falloir que tu mettes toute la pression que tu peux. Et donc, on est passé en poussée dirigée. Mais pourtant, ben, voilà, c'est ça. Ariane l'a quand même bien vécu. Et ce qui est marquant aussi, c'est que du coup, il n'y avait pas eu des gros pleurs à sa naissance. Et je me souviens que 2 jours après, elle avait déjà ce qu'on appelle les sourires aux anges, que les médecins disent, bah, ce sont des réflexes, des rictus, ou des choses comme ça. Mais c'était un bébé qui souriait énormément. Et je pense que ça y fait beaucoup, tout ça. Voilà. Je C'est t'ai fait super. la version longue. Non, mais c'est chouette d'écouter, c'est toujours merveilleux d'entendre un récit comme ça de naissance et puis quand, voilà, chacun se découvre, toi, ta puissance, ton compagnon aussi finalement qui avait peur, qui était plutôt, et qui s'est jeté dedans, qui a plongé, tu vois, sans réfléchir. Donc c'est Ouais. chouette. Je pensais juste à l'histoire du vortex, il me semble, moi, que quand même à un moment, elle dit que quand tu arrives, tu sais, au sommet, tu as un moment de pause, enfin, tu sais, où tu contemples la vue qui peut quand même durer 1 heure. Mm. Il me semble Ouais, mais c'est vrai. qu'elle en parle un peu, mais c'est Ah bah, tu vrai vois, que ouais. non, bah, Maintenant que tu le dis. Mm. ouais, je pense qu'on doit rester dans l'idée de, bah, comme c'est un moment intense,
C'est l'idée de ah, ça va arriver tout de suite dans les 10 C'est ça. minutes. Ouais. Ouais. Et du coup, moi, je ne sais pas, est-ce que tu veux parler un petit peu de la suite ou aussi de ton chemin dans les canalisations? Parce que c'est aussi ça qui nous a fait prendre contact. Donc, si tu veux en parler Oui. un petit peu. Alors avant la grossesse, je pratiquais déjà une méthode de libération des blocages qui passait par le corps. Donc avec à la fois une partie de rééquilibrage énergétique avec des points de pression en acupression et après par la prise du pouls, aller savoir comment le corps réagit et aller aider les gens à pouvoir libérer des mémoires émotionnelles. Donc c'est-à-dire des choses qui sont ancrées, qui sont venues s'ancrer à notre insu avec tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie, à la fois des choses qu'on nous a dites, des choses qu'on a vécues et arriver à se libérer de ça pour revenir au plus près de nous-mêmes qui on est. Et en fait, petit à petit, plus je pratiquais et plus je commençais à avoir de très fortes intuitions ou même voir entendre parfois des messages pour certaines personnes. Et puis de plus en plus, et en fait aussi l'année sabbatique, moi on s'était fixé aussi des petits objectifs. Et moi, je m'étais dit que j'avais envie de développer de plus en plus ce côté-là hors procédure, d'arriver vraiment à canaliser en clairaudience et clairvoyance. Et quand on dit que la grossesse, enfin, ou quand je disais là, que la grossesse ramène beaucoup au corps, heu, ça permet aussi du coup d'ouvrir toutes ces portes, quoi. C'est un moment qui est tellement intense et tellement magique. Porter une âme en soi comme ça, c'est quand même pas tous les jours. Heu et du coup, moi, je trouve que ça m'a en plus beaucoup plus ouvert mes canaux. À la fois parce qu'on était en année sabbatique et on lâchait prise, donc on était plus à l'écoute, mais à la fois aussi vraiment parce que pendant la grossesse, on se retrouve, très, très charnel, en fait, aussi. Et des fois, on a l'impression que dès qu'on parle de médiumnité, il faut qu'on soit perché et puis comme ça dans les étoiles, quoi. Mais au contraire, le fait de revenir de plus en plus au corps, moi, j'avais l'impression que ça renforçait de plus en plus, au contraire, mes ressentis. Et, euh, et du coup, d'autant plus en le faisant avec Ariane, en faisant ces communications d'âme avec elle, j'ai eu cette envie aussi d'accompagner d'autres, mères à pouvoir vivre ça, parce que c'est un moment qui est, enfin qui est tellement toutes les émotions du monde qui peuvent passer en 9 mois, tous les ressentis, tout enfin que, je trouve ça fabuleux qu'on puisse en plus avoir, cette petite aide aussi des fois pour lâcher prise, pour revenir à cette confiance, et parfois aussi pour, pouvoir avoir des messages de bébé quand il a envie de parler avant ou quand on a besoin ou envie de lui parler. Et du coup, c'était pour ça que j'avais proposé à la communauté de Quantique Mama de faire ces guidances gratuitement pendant mon congé maternité et comme ça qu'on s'est rencontrées toutes les 2. Et à la fois, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer pour la suite parce qu'au début, ça fait un moment que je pensais aussi à ça, mais je me sentais pas du tout légitime, d'agir ou d'intervenir, dans le domaine justement de la maternité tant que je l'avais pas vécu. Et aujourd'hui, ben, du coup, c'est différent. Et ça me donne d'autant plus envie aussi, en plus des canalisations, de travailler vraiment sur le sujet des nouveaux enfants qui arrivent là depuis récemment, et qui, eux, en fait, sont déjà complètement ouverts à leur clairaudience, leur clairvoyance, leur magnétisme. Et je le vois beaucoup autour de moi, notamment, j'ai une nièce, par exemple, qui, depuis qu'elle est petite, elle fait des soins comme ça instinctivement et quand on lui dit, «Tiens, j'ai mal, tu peux m'aider?» elle va tout de suite se mettre à l'endroit où on a mal sans qu'on lui ait dit où. Et l'autre jour, ma sœur lui a demandé comment est-ce qu'elle faisait pour savoir où c'était et elle lui dit: «Bah, c'est facile, là c'est chaud, là c'est chaud, là c'est froid, donc c'est là que tu as mal et c'est là que je dois mettre mes mains». Et c'est extraordinaire. Je me dis: «Mais c'est formidable!» Enfin, c'est tellement beau et il y a tellement alors on voit beaucoup les gens changer et s'ouvrir à tout ça, mais il y a encore plein de parents qui n'ont pas les clés pour, répondre à ce genre de choses. Donc encore que là, c'est je dirais, c'est le plus,
le plus facile à accepter. Ah bah, elle fait des soins, on a l'habitude dans les campagnes françaises du rebouteux du village ou des choses comme ça. Mais quand on a des enfants qui parlent de défunts, par exemple, ça peut être plus déstabilisant pour les parents de savoir comment les élever. Et du coup, tu me disais, bah, pour la suite, qu'est-ce que j'ai en tête? Donc continuer les guidances, ça c'est sûr. Pour l'instant, ce que je fais, c'est comme je t'ai fait, c'est-à-dire que je me connecte à la personne, j'écris tout ce qui me vient, tous les messages que j'entends. Je fais un soin quand je suis appelée à faire un soin. Parfois, je sais que c'est les guides de la personne qui me parlent. Parfois, ça peut être le bébé quand c'est une maman. Parfois, c'est l'âme de la personne, parfois les deux, etc. Euh, mais je le fais souvent en décalé et après, j'envoie le compte rendu. J'aimerais de plus en plus le faire aussi en direct. Parce que je l'ai fait comme ça pour certaines personnes où ça s'est trouvé de le faire comme ça, mais c'est vrai que je crois qu'il faut encore que je renforce ma confiance en moi et puis que Ariane fasse des siestes un peu plus cadrées aussi pour que j'arrive à trouver des créneaux. Mais ça serait une grosse envie que j'ai de pouvoir le faire vraiment en direct, même en présentiel ou en visio. Et après, pouvoir accompagner sur justement la parentalité pour les enfants médiums. Médium ou enfin bourré de magnétisme ou clairvoyant. Et du coup, ça, je l'ai mis déjà sur mon site. D'ailleurs, j'ai fait un appel en fait à témoignages pour les parents qui auraient envie de dire comment ça se passe dans leur quotidien et surtout partager aussi de quoi est-ce qu'ils auraient besoin si je faisais un stage. Donc ça, c'est un peu le rêve et du coup, l'objectif pour l'année prochaine, c'est de pouvoir faire un premier stage comme ça avec les parents et les enfants pour accompagner cette nouvelle génération. Un beau Voilà. programme en perspective. Je te souhaite plein de, de réussite et de belles rencontres. Merci, merci. Et bon, je pense que je voulais savoir si tu voulais partager une dernière chose avant que je te fasse ma petite question traditionnelle du portrait chinois. Hum, je sais pas. Peut-être, je veux le redire au cas où il y a quelqu'un qui nous entend et qui s'inquiète un peu euh, dans ce que j'ai dit, juste pour un peu reformuler. Je pense que dans la grossesse, c'est un bon moment des fois pour retravailler certains blocages parce que des fois, ils remontent tout seuls à la surface. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu dans ta grossesse, mais je trouve que des fois, c'est un tel bouleversement que il y a des choses qui nous reviennent comme ça et on se dit, tiens, ah ben, je sais pas, par exemple, enfin, une peur et on se dit, tiens, ça fait longtemps qu'elle n'était pas venue toquer à ma porte, celle-ci. Ou alors des conversations dans la famille qui se déclenchent parce que justement, ben, on va reparler à notre mère de sa grossesse à elle ou de notre naissance ou de choses comme ça et qui des fois mettent en lumière aussi des choses qui se sont passées dans la famille. Mais pour toutes les mamans qui sentent que bah, dans leur grossesse, c'est pas le moment d'aller faire ça, bah, c'est aussi totalement OK. Voilà. Et c'est vraiment, du coup, s'il y a vraiment quelque chose sur lequel je voulais insister, c'est de dire l'important dans la grossesse, même si on est encore en train de travailler, même si, enfin, d'avoir un travail, même si on peut se trouver stressé, même si on n'a pas envie de travailler sur soi à ce moment-là, etc. De toute façon, l'essentiel, c'est vraiment s'écouter le plus possible parce qu'on a toutes les clés et à ce moment-là, on le sait au fond de nous de ce dont on a besoin, quoi. Et donc, c'est vraiment s'écouter, s'écouter, s'écouter. Voilà. Je voulais juste le repréciser pour pas avoir donné l'impression de dire il faut absolument faire ceci ou cela. Bon. Non, c'est bien. Et du coup, petit portrait chinois, si tu étais une fleur, quelle fleur tu serais? Euh, alors, je ne sais pas si c'est considéré comme une fleur. J'allais dire l'aloe vera. Peut-être plus une plante grasse. Bon, je vais tricher. Je crois qu'elle a des fleurs, hein. Tu peux dire Voilà, les c'est fleurs ça. Ouais, donc d'aloe c'est bon. vera. Hop. Et Merci. si tu veux dire le pourquoi, pourquoi? Oui, parce qu'en fait, justement, il y a ce côté où ben, donc c'est une plante qui est géniale en termes de bienfaits, de ce qu'elle peut apporter. Et du coup, ça me rappelle des fois aussi un peu
sur ce qui peut se passer dans les guidances ou les accompagnements que je fais. C'est-à-dire que l'aloe, ça quand même, ça pique quand, enfin, la feuille en soi est assez dure et peut piquer. Mais finalement, c'est plein de bienfaits aussi derrière quand on arrive à dépasser ces petits picots et aller à l'intérieur. Et du coup, alors j'espère pas trop piquer comme ça de premier abord. Mais c'est vrai que des fois, c'est ce que je dis aux gens, je dis, je peux toucher, enfin, je peux brusquer un peu ou je peux aller appuyer là où ça fait mal. Et quand j'ai l'autorisation, bah, je sais que voilà, c'est un peu ma façon de faire. Des fois, je vais aller pousser un peu du coude de la personne pour dire, là, si j'appuie, ça fait un peu mal aujourd'hui, mais il y a tellement de choses derrière qui seront magnifiques. Voilà. Après, il y a le gel apaisant justement de l'aloe Voilà, qui se c'est ça. répand et justement, d'ailleurs, c'est utilisé pour apaiser les grandes vertus pour les Mm, brûlures, des choses comme ça. mm. Super. Eh bien, écoute, un grand merci, Myrtille, pour cet échange. Je suis très contente qu'on ait réussi à trouver ce Oui, moment. merci Puis avec beaucoup la pour compagnie l'invitation. d'Ariane, c'est merveilleux. C'est ça. Et tu vois, elle a dormi de Ouais, tout le long. Elle est tout le bien. long, tranquille. Hein. Et puis, bah, écoute, encore une fois, plein de belles choses pour toi, pour vous deux ou trois. Et au plaisir hein, Mm. d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel échange. Merci à toi et merci aussi pour ton podcast qui permet de voir la naissance autrement aussi. Donc, qui apporte plein de choses à celles qui veulent se lancer. Merci, merci.